Troisième partie du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, la France dans la guerre de 1939 à 1945. Et d'abord, l'effondrement de la France et de la République en 1940. Alors, je ne reviens pas sur les événements militaires que l'on a déjà traités, donc défaite écrasante de la France à partir de l'offensive allemande de mai 1940, qui conduit à la prise de Paris le 14 juin 1940 et à l'invasion d'une grosse moitié, presque les 2/3 du territoire français par les troupes allemandes. Cette défaite de la France s'accompagne de mouvements de population absolument considérables, ce qu'on a appelé l'exode en mai et juin 1940. Ça va concerner 8 à 10 millions de civils, comme vous voyez sur cette photographie, tout un ensemble de familles, des Français, des régions du nord et de l'est principalement, et également des Belges et des Hollandais dont le pays est également envahi par les troupes allemandes. Donc un mouvement de fuite face à ces troupes allemandes qui est donc un mouvement de population absolument considérable qui va participer de la désorganisation et des mouvements de panique dans le pays au moment de cette défaite française face à l'Allemagne en 1940. Face à la défaite, le gouvernement de la Troisième République est en grande partie désemparé, et surtout ce gouvernement de la Troisième République doit faire face à un certain nombre de débats, d'hésitations sur la conduite à venir. Le gouvernement, à cette époque, est dirigé par le président du Conseil, Paul Reynaud, qui est quelqu'un qui est plutôt favorable à une poursuite de la guerre. C'est-à-dire que vous avez un débat à l'époque, un débat principal entre les membres du gouvernement. Faut-il demander l'armistice, c'est-à-dire faut-il que le gouvernement de la France reconnaisse la défaite et demande une cessation des combats, ou faut-il que l'armée qui combat sur le territoire français capitule face à l'Allemagne, mais que le gouvernement, lui, passe en Afrique du Nord, par exemple, pour pouvoir poursuivre la guerre. La capitulation pose un problème à l'armée, puisque c'est une humiliation extrêmement importante, et le départ du gouvernement en Afrique du Nord pose aussi la question du statut de la population française qui serait entièrement à la merci de l'occupant allemand. Donc vous avez ces deux camps qui vont s'opposer au sein du gouvernement. Ceux qui sont partisans de la poursuite de la guerre, alors plutôt Paul Reynaud, quelqu'un comme le général de Gaulle, qui fait partie à ce moment-là du gouvernement comme sous-secrétaire à la guerre, sont partisans de la poursuite de la guerre, considérant que à partir du moment où l'Angleterre reste dans le conflit, la guerre n'est pas terminée. La France a connu une défaite absolument terrible et elle doit essayer de se relever en s'appuyant notamment sur son empire colonial. Et vous avez de l'autre côté le maréchal Pétain, qui lui aussi fait partie du gouvernement, et qui considère qu'il faut au contraire demander l'armistice pour préserver en quelque sorte l'honneur de l'armée et pour essayer d'obtenir de l'Allemagne le maintien d'un gouvernement français sur place et pour limiter aussi la dureté des conditions de l'occupation. C'est finalement donc le maréchal Pétain qui va l'emporter et qui va devenir président du Conseil donc à la suite de Paul Reynaud. Et le 17 juin, il va, lors d'un discours radiodiffusé, demander à l'Allemagne l'armistice. Il va expliquer en fait aux Français, ce que vous voyez sur cet article, il faut tenter de cesser le combat. Et il va dire cette phrase extrêmement célèbre: je fais à la France le don de ma personne
pour atténuer son malheur. Au passage, c'est une déclaration, celle du 17 juin, qui est très problématique d'un point de vue militaire, puisque c'est une sorte de demande d'armistice qui se fait, qui est transmise à l'ensemble de la population française, alors que les combats ne sont pas terminés. Donc vous allez avoir des troupes françaises qui vont parfois être découragées par ce discours du maréchal Pétain, et finalement l'armistice n'est signé que le 22 juin 1940. Donc ça prend du temps, et pour cet armistice du 22 juin, on va s'appuyer forcément sur l'évolution du front, et en 5 jours, ce front a beaucoup changé, puisque les Allemands ont beaucoup avancé durant ces dernières journées. Donc voilà, 22 juin, armistice signé avec l'Allemagne. Il sera également signé un armistice avec l'Italie. La conséquence de cet armistice, la principale conséquence, c'est la division du territoire français, ce que vous voyez sur cette carte. Les Allemands vont occuper à peu près les 2/3, les 3/5 plutôt, du territoire français, avec des statuts assez variés. Vous voyez que l'Alsace-Lorraine va être incorporée au Grand Reich. Vous allez avoir des régions comme le Nord, donc la région de Lille, qui est directement administrée depuis la Belgique. Pour les Allemands, c'est un commandement militaire commun. Des régions dites interdites, comme dans le Nord, où notamment les Français qui sont partis en exode ne peuvent plus se réinstaller. Et vous voyez toute cette zone côtière qui est également interdite, et qui sera ensuite fortifiée pour devenir ce qu'on va appeler le mur de l'Atlantique, c'est-à-dire les fortifications qui doivent empêcher un débarquement des Anglais et par la suite des Américains. Vous voyez cette ligne en pointillé, c'est la limite extrême de l'avancée allemande. Et elle va servir plus ou moins de base pour délimiter la zone libre, puisque le régime du maréchal Pétain va obtenir d'avoir une zone qui n'est pas occupée par les troupes allemandes. Alors en théorie, le régime de Vichy administre l'ensemble du territoire français, mais en pratique, ce n'est que dans la partie sud qu'il va avoir une véritable autonomie par rapport à l'Allemagne. Donc un partage de la France entre zone occupée et zone libre. Ce partage va prendre fin en novembre 1942, lorsque les Anglais et les Américains débarquent en Afrique du Nord. Les Allemands décident d'envahir la zone libre pour empêcher un possible débarquement en Provence. Et donc par la suite, pour tout le reste de la guerre, les années 43 à 45, la France sera entièrement occupée par les troupes allemandes. Alors, la défaite de 1940, c'est également l'effondrement de la Troisième République, qui avait été proclamée en 1870 et qui, dans les faits, prend fin en juillet 1940, avec le vote, ce que vous voyez dans cette une de presse, le 10 juillet 1940, vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc ce maréchal Pétain, il est considéré comme un des grands héros de la Première Guerre mondiale. C'est lui notamment qui a été le commandant en chef des troupes françaises pendant toute la fin de la guerre, et il est considéré également comme le grand vainqueur de la bataille de Verdun. C'est quelqu'un qui a joué un rôle politique secondaire dans les années 1930 et qui, à la faveur de la catastrophe, est devenu une des personnalités incontournables. Avec le soutien de la personne que vous voyez à droite sur cette une de presse, le Pierre Laval, donc un des principaux politiques français dans les années 1930, le maréchal Pétain va obtenir des députés et des sénateurs de la Troisième République les pleins pouvoirs. Le 10 juillet, on est vraiment quelques semaines après la défaite, dans un climat très particulier, et ces députés et ces sénateurs, qui d'ailleurs sont pour
pour certains, des députés et des sénateurs de gauche, hein, qui ont été élus à l'époque du Front populaire, vont voter par 569 voix contre 80 sur 649 votants les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ça montre à quel point, hein, les esprits sont désemparés à cette époque, puisqu'on va donner ses pouvoirs au maréchal Pétain afin qu'il révise la Constitution. Donc à partir du moment où il change la Constitution, il met fin à la Troisième République et il va organiser un régime qui en fait n'est plus vraiment, hein, une république démocratique, mais un État autoritaire qui va s'intituler l'État français. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce régime de Vichy, donc qui s'installe à Vichy, vous voyez ici, en zone libre, évidemment, dans une ville qui a l'avantage de proposer beaucoup d'hôtels et d'être assez pratique en termes de chemin de fer, avec cette idée qu'à terme, hein, le régime doit se réinstaller à Paris, mais ce ne sera jamais le cas. Alors, le régime de Vichy, qui a été très étudié, hein, vous vous en doutez, par les historiens, qui a donné lieu d'ailleurs à beaucoup de débats historiographiques, c'est un régime qui fondamentalement est autoritaire, réactionnaire, hein, qui veut revenir en arrière, si vous voulez, et c'est en quelque sorte la victoire de l'antiparlementarisme. Donc la victoire de tous ceux qui ont beaucoup critiqué la Troisième République depuis la fin du XIXe siècle. C'est un régime autoritaire, hein, qui va censurer la presse, qui va remettre en question les principales libertés républicaines, qui va donner une place très importante au contrôle policier. Hein. Donc, on est dans une quasi-dictature, si vous voulez, et surtout un régime qui va vouloir, comme il dit, régénérer la France. L'idée pour le régime de Vichy, c'est que la France a perdu face à l'Allemagne parce qu'elle était corrompue. Alors corrompue par beaucoup de choses, par le parlementarisme, par le capitalisme, par le communisme. Oui, c'est totalement contradictoire, mais c'est ce que vous voyez sur cette célèbre affiche du régime de Vichy. À gauche, tout ce qui a conduit la France à la défaite. Le rouge du communisme, avec en même temps l'influence du judaïsme, et vous voyez tout ce qui a conduit à la chute de la France, et on est dans un mélange de tout un tas d'idées qui parfois n'ont strictement rien à voir. L'égoïsme, bon, donc c'est-à-dire des défauts, hein, qui peuvent être des défauts personnels, et ça peut être, voilà, vous voyez, égoïsme, avarice, critique de la corruption, avec la mention du pot de vin, critique du communisme, comme je le disais, et en même temps du capitalisme, donc deux choses qui sont théoriquement totalement opposées, critique du parlementarisme, critique de l'influence des juifs, de la franc-maçonnerie. Donc un mélange de tout un ensemble d'éléments qui sont critiqués. Le maréchal Pétain le dit, hein, dans un de ses discours de 1940, l'esprit de jouissance, comme il dit, l'a emporté sur l'esprit de sacrifice en France. C'est-à-dire que la France a manqué de valeurs morales. Et du coup, le régime de Vichy, à travers ce qu'il appelle la Révolution nationale, va vouloir régénérer la France en lui proposant de nouvelles valeurs, ce que vous voyez là encore sur cette affiche. Et vous voyez les étoiles du maréchal à droite, qui sont opposées à l'étoile de David, donc au judaïsme. Travail, famille, patrie, nouvelle devise de la France, à la place de liberté, égalité, fraternité. Donc cette idée de mettre en avant non plus des valeurs individuelles ou collectives, mais la cellule familiale comme centre de la société. Les valeurs patriotiques, on dirait plutôt même nationalistes, et les valeurs de travail, c'est-à-dire d'ordre finalement. Vous voyez, discipline, ordre,
épargne, courage. Et donc cette révolution nationale veut lutter contre l'influence juive, l'influence communiste, et revenir à une vision qui est une vision totalement irréelle, mythique de la France, hein, celle d'une France agricole notamment, celle d'une France marquée par la discipline. Ce régime de Vichy va aussi accorder une place énorme au culte de la personnalité autour de Pétain. Pétain qui est à cette époque extrêmement âgé, dont on a du mal parfois à voir l'influence réelle par rapport à tous ceux qui l'entourent. Mais par contre, ce maréchal Pétain, qui est un personnage très populaire en France, au point que certains, à cette époque, vont faire la part des choses entre Pétain et le régime de Vichy. Vous avez même, à cette époque, des mouvements de résistance qui combattent les occupants allemands, qui peuvent combattre la milice du régime de Vichy, c'est-à-dire des forces paramilitaires qui collaborent avec les Allemands, mais ces mouvements de résistance vont préserver le maréchal Pétain en disant voilà, ça ne se fait pas au nom du maréchal Pétain, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Donc ça vous montre l'importance de ce personnage à cette époque. Et vous allez avoir donc tout un culte de la personnalité avec des affiches, avec des célébrations qui mettent en scène le maréchal Pétain, des chansons dans les écoles, comme le fameux maréchal nous voilà, etc. etc. Mais fondamentalement, ce régime de Vichy est un régime collaborateur. Alors je vous avais expliqué la distinction principale entre ce qu'on appelle la collaboration, c'est-à-dire la collaboration principalement d'État, le fait que le régime de Vichy va collaborer avec l'Allemagne avec l'idée d'obtenir des avantages de cette collaboration. Et on parlera en parallèle du collaborationnisme qui va être le fait plutôt donc, de personnalités individuelles, des intellectuels par exemple, qui eux décident de collaborer avec l'Allemagne parce qu'ils partagent les mêmes idées, parce qu'ils veulent vraiment la victoire de l'Allemagne et notamment contre le communisme, ce qu'on avait vu d'ailleurs dans l'article de presse au moment du débarquement en Normandie. Alors, cette entrée dans la collaboration, traditionnellement, on considère qu'elle se fait avec la fameuse entrevue de Montoire en octobre 1940. Hitler est allé dans le sud-ouest de la France pour rencontrer le dictateur espagnol Franco, et sur son chemin de retour, il va rencontrer Pétain. On ne sait pas exactement ce qu'ils se disent à ce moment-là, mais on considère que sans prendre d'engagement vraiment précis, Pétain décide de lancer une collaboration de l'État français avec l'Allemagne, c'est-à-dire faciliter les liens entre la France et l'Allemagne pour que la France puisse obtenir une place privilégiée dans cette Europe occupée par l'Allemagne nazie. Donc ça peut être une collaboration militaire, ça peut être une collaboration économique, notamment envoyer des Français en Allemagne pour y travailler, on va y revenir, et ça sera aussi une collaboration dans le domaine de la question juive. Alors justement, un des aspects principaux de cette collaboration, c'est l'envoi de travailleurs français en Allemagne. C'est d'abord le système de ce qu'on appelle la relève. Vous allez avoir beaucoup de prisonniers français en Allemagne à la suite de la défaite de 1940, et l'Allemagne propose de libérer un prisonnier français pour 3 travailleurs français qui viennent en Allemagne. C'est une base de volontariat, si vous voulez, en disant aux Français d'aller en Allemagne pour libérer des soldats. Ça ne fonctionne pas très bien. Du coup, en 1943, va être créé le STO, le service du travail
obligatoire pour mobiliser des Français afin de travailler en Allemagne de façon plus massive. Et là, 600 000 travailleurs français vont partir pour l'Allemagne. Ce qui fait que ces travailleurs français vont être un des principaux groupes de travailleurs étrangers en Allemagne qui vont permettre à l'Allemagne de soutenir son économie de guerre. Surtout, là, c'est un très très vaste sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire. La France va collaborer avec l'Allemagne pour conduire à la déportation de Juifs et par conséquent à leur extermination. Le régime de Vichy est un régime qui est fondamentalement antisémite, qui va prendre contre les Juifs tout un ensemble de mesures discriminatoires, parfois demandées par l'Allemagne et parfois anticipant les demandes de l'Allemagne, c'est-à-dire que le régime de Vichy va en faire plus, si vous voulez, que ce qui est demandé par l'Allemagne. Et ce régime de Vichy va également participer à la rafle de populations juives qui vont être déportées en Allemagne. Alors, le régime de Vichy entend déporter en priorité des juifs étrangers, hein, c'est-à-dire des populations juives qui n'ont pas la nationalité française, mais de fait, en pratique, elle va également conduire à la déportation de juifs français, c'est-à-dire de juifs qui ont la nationalité française. Cette collaboration dans le domaine de la déportation des juifs atteint son sommet, son paroxysme en juillet 1942 avec la rafle du Veldiv. C'est la plus grande rafle en France durant la Seconde Guerre mondiale. Et si on ajoute les Juifs qui vont être déportés pendant l'été 1942, un tiers de l'ensemble des Juifs français, des Juifs de France déportés pendant la Seconde Guerre mondiale vont l'être à ce moment-là. C'est une vaste opération qui est organisée en fait uniquement par la police française et qui conduit à l'arrestation de 13 000 juifs de Paris et de banlieue, énormément de femmes et d'enfants qui vont être rassemblés dans le bâtiment que vous voyez sur la photographie, le Vélodrome d'hiver à Paris, et ces populations juives seront ensuite déportées par les Allemands à Auschwitz et gazées en très grande majorité dans les chambres à gaz de Birkenau. Donc sur 13 000 juifs, vous avez moins de 100 survivants qui vont pouvoir revenir en France à la fin de la guerre. Ça, c'est une opération qui est menée par la police française et il va d'ailleurs falloir attendre 1995 et le discours de Jacques Chirac commémorant cette rafle du Veldiv pour que la France reconnaisse la participation de l'État français à cette rafle, enfin, la culpabilité, si vous voulez, de la France dans cette déportation massive. Alors, justement, en réponse à cette installation du régime autoritaire du maréchal Pétain, le développement de ce qu'on va appeler la France libre et de la résistance intérieure. L'origine de la France libre, c'est, comme vous le savez, l'appel du 18 juin par le général de Gaulle, qui, comme on l'a dit, avait refusé l'armistice et voulait au contraire poursuivre le combat en s'appuyant sur le Royaume-Uni et il l'espérait en s'appuyant par la suite sur les États-Unis. Donc, le 17 juin, Pétain fait son discours. Le 18 juin, le lendemain, à la BBC, donc à Londres, De Gaulle va faire son fameux discours qui appelle à la poursuite de la guerre. C'est un discours qui, forcément, a très très peu d'audience à cette époque. Il fallait
quand même pensé à allumer les BBC à ce moment-là, mais c'est un discours qui sera ensuite reproduit et qui reste comme un des grands discours de l'histoire de France au XXe siècle. Le problème du général de Gaulle, c'est qu'il n'a pas de véritable légitimité, hein. C'est quelqu'un qui avait un poste assez secondaire dans le gouvernement. Il n'est que général, et encore, il vient d'être nommé général à titre provisoire, mais il va réussir malgré tout à incarner une certaine légitimité, grâce au soutien notamment du Premier ministre britannique Churchill, et grâce au ralliement d'un certain nombre de personnes en 1940 et dans les années suivantes. Ce qu'on va appeler la France libre, ce ne sont au départ que très peu de personnes, hein, ceux qui rejoignent De Gaulle à Londres. Et ensuite, cette France libre, ça va être notamment des colonies françaises qui vont décider de se rallier au général de Gaulle. Notamment des colonies africaines comme le Gabon, le Congo, la Centrafrique, le Cameroun et le Tchad. En revanche, l'Afrique occidentale française reste dans le gouvernement du régime de Vichy. Donc De Gaulle va pouvoir s'appuyer sur l'aide du Royaume-Uni et sur ses colonies, sur un certain nombre de troupes, alors qui sont quand même très très limitées, ce qu'on appelle les forces françaises libres, notamment les troupes du général Leclerc, qui vont, comme vous voyez sur cette carte, hein, la colonne Leclerc, partir du Tchad et vont combattre contre les Allemands aux côtés des Britanniques, notamment en Libye. Donc voilà, De Gaulle arrive à créer cette France libre qui conteste la légitimité du maréchal Pétain, qui offre une alternative et qui propose tout simplement de continuer la guerre. Évidemment, ce qui va permettre de faire évoluer la position de cette France libre, ça va être les victoires des Anglais et des Américains. Quand les Anglais et les Américains débarquent au Maroc et en Algérie en novembre 1942, tous ces territoires vont pouvoir se rallier à la France libre et le général de Gaulle, en 1943, va pouvoir installer à Alger le CFLN, le Comité français de libération nationale. C'est-à-dire qu'il fait, si vous voulez, d'Alger la capitale temporaire en attendant la libération de la France. Donc bien comprendre à quel point la position du général de Gaulle est précaire en 1940 et comment il va réussir à la renforcer, notamment en 1942 et surtout en 1943. Le général de Gaulle va aussi s'efforcer d'organiser la résistance intérieure et ça va être tout aussi difficile. Vous avez en 1940 la création de très nombreux mouvements de résistance qui représentent d'ailleurs tout un ensemble de tendances politiques et des mouvements de résistance en zone occupée et en zone libre. Ces mouvements de résistance vont mener différentes actions, de la propagande contre l'occupant, contre le régime de Vichy, donc distribution de tracts, de la presse clandestine. Ça peut être également des actions contre l'occupant allemand. Voilà, toutes les formes de résistance que vous pouvez imaginer, mais dans des conditions évidemment très très difficiles. Le général de Gaulle va s'efforcer de rassembler ces mouvements de résistance, qui est d'autant plus difficile qu'en 1941, après à partir de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, vous avez la création de très nombreux mouvements, de mouvements de résistance communiste qui rassemblent de très nombreux résistants. Donc c'est très difficile d'arriver à rassembler des mouvements qui politiquement sont aussi différents. Le général de Gaulle va nommer le personnage que vous voyez en photographie, Jean Moulin, ancien préfet de la Troisième République, et donc va le nommer à la tête du Conseil national de la résistance, qui va réussir à rassembler, à organiser ces différents mouvements. Alors Jean Moulin restera très peu de temps à la tête du CNR, puisqu'il est arrêté, torturé et meurt à la suite de ces tortures
réalisés par les Allemands, mais le Conseil national de la résistance va poursuivre son œuvre d'organisation et va notamment proposer en 1944 un programme extrêmement ambitieux, un programme commun qui qui organise l'action de cette résistance, mais qui surtout réfléchit à ce qui va se passer à la suite de la guerre et qui propose une nouvelle organisation de la société française. Ce programme du CNR, des politiques actuelles y font encore allusion, puisque ça propose des choses comme le vote des femmes, ce qui deviendra la sécurité sociale, etc. etc. Donc la France libre et cette résistance intérieure vont réussir à participer à la libération de la France à partir de 1944. Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer, hein. L'essentiel de cette libération de la France est le fait des Anglais et des Américains qui vont débarquer en Normandie en juin 1944 et en Provence en août 1944 et qui vont libérer le territoire et envahir l'Allemagne. Mais parmi ces troupes, vous allez trouver les FFL, les forces françaises libres, comme notamment les combattants de la division blindée, la deuxième division blindée du général Leclerc, donc des troupes françaises au sein des troupes alliées. Et vous voyez, troupes françaises FFL, notamment cette deuxième DB de Leclerc, qui va prendre Paris, qui ensuite continuera vers Strasbourg et dans le sud de l'Allemagne. Vous avez aussi de nombreuses troupes françaises qui ont combattu en Italie et qui débarquent ensuite en Provence et qui vont là aussi poursuivre en Allemagne. Les troupes alliées vont aussi bénéficier de l'action de la résistance, par exemple en Normandie, des résistants qui vont faire sauter des lignes téléphoniques, des chemins de fer pour gêner les Allemands. Au moment des débarquements, création de tout un ensemble de maquis avec les FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur. C'est-à-dire des Français qui prennent les armes et qui vont souvent dans les zones montagneuses, Massif central, Pyrénées, Alpes, pour créer des maquis, c'est-à-dire des zones qui échappent au contrôle des Allemands. Alors parfois, ces maquis vont réussir à se maintenir. Très souvent, ils sont écrasés par les troupes allemandes, comme le maquis du Vercors. C'est assez difficile de... certains maquis se forment un petit peu trop rapidement avant l'arrivée des Anglais et des Américains, et ça conduit à un certain nombre de désastres. Mais vous voyez que dans toute la région, tout le sud de la France, beaucoup de régions sont libérées en fait par les FFI avant même l'arrivée des Anglais et des Américains en 1944. Donc une participation importante des FFL, des FFI et des actions des mouvements de la résistance, même si évidemment le sort de la guerre se joue dans les principaux combats qui sont menés par les Anglais et les Américains. Le 25 août, le 24 août 1944, Paris est libéré. Le 25 août, le général de Gaulle va arriver à Paris, va prononcer son fameux discours à l'hôtel de ville et va par la suite descendre les Champs-Élysées avec ses partisans. Donc c'est considéré comme le grand moment de la libération de la France. Le général de Gaulle a réussi à se créer une véritable légitimité en transformant le CFLN en juin 1944 pour en faire le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Les Américains avaient pensé en fait faire gérer la France à la suite de la libération, et de Gaulle va obtenir que les Alliés reconnaissent ce GPRF comme véritable gouvernement de la République française. Et de Gaulle va rester à la tête de ce GPRF jusqu'en janvier 1946. Ce gouvernement provisoire considère
que le régime de Vichy est nul et non avenu, qu'il est illégitime, que c'est une parenthèse, si vous voulez, dans l'histoire de France, et qu'il faut refonder une véritable république. Donc, vous voyez, rétablissement de la République par le GPRF, un référendum qui va faire approuver en 1946 la constitution de la 4e République, qui sera effective à partir de janvier 1947. Cette période du gouvernement provisoire de la République française, c'est une période où on va appliquer le programme du CNR, donc du Conseil national de la résistance, en mettant en place le droit de vote des femmes dès 1944, tout un ensemble de nationalisations de sociétés qui d'ailleurs ont pu parfois collaborer avec l'Allemagne, comme Renault, qui sera nationalisé à ce moment-là, et la création d'une sécurité sociale avec pour objectif de créer un véritable État-providence, c'est-à-dire une république qui a pour objectif, c'est proclamé, pour objectif de prendre soin des populations les plus démunies. Voilà, et donc par la suite, création d'une 4e République qui, elle, durera, comme on le verra, jusqu'en 1958.